Nous continuons notre voyage dans le monde de la révolution responsable. Hier, nous avons vu la révolution de l'homme augmenté. On a également l'évolution du partage des ressources, l'évolution spirituelle, la révolution des médias, avec tous ces héros anonymes. Quelque chose qu'on retient d'ailleurs, ce sont les mots de conclusion de nos intervenants: amour, vocation, formation, sens. Et ce matin, nous allons continuer ce parcours avec d'abord une réflexion sur la révolution démocratique. Vous vous souviendrez que j'ai démarré notre université d'été avec toutes ces réflexions sur l'évolution de notre monde. Le monde devient-il fou ? Je pense que Stéphane va nous donner quelques clés là-dessus. Puis nous aurons une réflexion sur l'évolution des énergies. Et Stéphane Boucher va être présenté par Pierre Portevin. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien réveillés. Moi pas. Juste pour se mettre en forme, Stanislas m'a demandé de vérifier quelque chose. Est-ce qu'il y a dans la salle des gens qui sont engagés dans des partis politiques? Est-ce qu'ils peuvent lever la main? Est-ce qu'il y a des personnes qui considèrent qu'ils font de la politique? Et pour finir, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui, par hasard, seraient créatifs? Bon, ça va. Il y a deux amis qui se rencontrent. Le premier dit à l'autre: tu sais, j'ai acheté ton livre. Ah, c'est toi, dit l'autre. Luc de Brabander cite cette histoire au début de son livre « Le management des idées ». Luc, si tu m'entends, c'est moi qui l'ai acheté. Je vous parle de ce livre parce que, je vous le recommande au passage, il est excellent, il s'est très bien vendu, parce que j'en ai eu besoin pour essayer de trouver une idée originale pour présenter Stephen Boucher ce matin. J'avais énormément kiffé hier la présentation que Bernard Coulie avait fait pour Frédéric Bedos. Bernard, tu as placé la barre super haut, il me fallait une idée forte. Les idées. Le pays des idées et de la créativité est celui où Stephen va nous emmener ce matin. Plus exactement, c'est là qu'il ambitionne d'emmener les hommes politiques qui le fréquentent assez peu. Le pays des idées, pas Stephen. Ne leur jetons pas la pierre, car, comme l'a dit Pascal Lamy, ancien commissaire européen et directeur de l'OMC, en parlant de politique, la créativité, c'est l'affaire de tous. C'est donc bien la nôtre, puisque nous sommes, et nous le savons depuis hier, tous des tisserands, invités à agir là où nous sommes. Ce n'est pas facile d'amener des idées nouvelles dans le domaine politique. Le problème n'est pas tant d'en trouver, mais de les mettre en œuvre. Quand on amène des idées nouvelles, on s'expose au pire. Comme le disait Idriss Aberkan la semaine dernière à Bordeaux, j'étais avec Stani, toute révolution passe par 3 étapes. D'abord, l'idée est perçue comme ridicule. Ensuite, elle est considérée comme dangereuse. Mais après un certain temps, elle devient une évidence. La créativité en politique. Pour soutenir une telle révolution, il fallait un homme inspirant, instruit, persévérant et surtout courageux, ouvert d'esprit. Si vous le connaissiez, vous sauriez que c'est Stephen Boucher. Il est franco-américain, père de 2 filles aujourd'hui, célibataire. Mesdames, il y a un cœur à prendre. Diplômé de Harvard et Sciences Po Paris, Stephen nous expliquera aussi comment il a commencé à s'intéresser à la créativité politique. Sa passion, c'est façonner les politiques publiques, mais de l'extérieur pour éviter de se faire paralyser par l'administration. Cela l'a notamment amené à co-diriger le think tank Notre Europe, Institut Jacques Delors, pendant 4 ans, et à concevoir et organiser en 2007 le premier sondage délibératif pan-européen. Stephen a été consultant en affaires publiques européennes à Londres, à Bruxelles, à Paris,
conseiller auprès de la vice-première ministre et ministre fédéral belge de la mobilité du gouvernement Verhofstadt. Il a ensuite dirigé le programme politique européen du climat à la European Climate Foundation. Et aujourd'hui, à côté de sa démarche pour faire progresser la créativité en politique, Steven dirige Conso Globe, qui est le premier groupe média en ligne français pour mieux vivre. Il a enseigné le lobbying à Sciences Po, est actuellement professeur à la Solvay Business School de l'ULB. Enfin, il a publié plusieurs ouvrages et études, parmi lesquels le célèbre maintenant Petit manuel de la créativité politique, ces idées géniales qui sauveront la démocratie, ce qui inspirera évidemment son exposé du jour. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir avec enthousiasme Steven Boucher. Merci Pierre. Merci Pierre, merci à tous pour votre écoute et intérêt. C'est un honneur considérable d'être ici et de partager avec vous toute cette intelligence, ouverture d'esprit et bienveillance que j'ai constatée hier, qui sont pour moi des qualités qui me font aimer vivre en Belgique depuis maintenant à peu près un tiers de ma vie. Alors, je voudrais partager avec vous mon expérience. Je suis passé de l'état de citoyen atterré à l'état de citoyen enthousiasmé. Certes, très vigilant, mais de plus en plus enthousiaste. Et je voudrais partager avec vous ce cheminement parce que nous sommes tous citoyens. Et j'estime que nous devons tous, et je crois que nous pouvons tous, changer de regard sur la politique pour changer la politique elle-même. Alors ce cheminement a commencé effectivement au travers de ce parcours dans la politique sous différents angles. Mais plus particulièrement, il y a une dizaine d'années, quand je me suis retrouvé à reprendre les études à Harvard, à la Kennedy School of Government, donc l'école d'administration publique américaine. Dans le catalogue des cours, on nous proposait des cours d'économétrie, de microéconomie appliquée à l'environnement, politique de la santé, politique de l'énergie, New Public Management, que sais-je. Très bien, très utile, passionnant. Mais j'étais très surpris de constater que de l'autre côté de la Charles River, on avait aussi accès aux cours de la Business School, où là, on nous proposait des cours de Design Thinking and Innovation, Creativity for Change Management, Digital Innovation and Transformation, etc. Et ça m'a un petit peu surpris. Je me suis demandé, mais pourquoi nous qui sommes appelés à être des administrateurs publics, on ne nous enseigne pas non plus des techniques de gestion du changement, de stimulation de la créativité, de stimulation de l'innovation. Et ce décalage m'est resté et m'a laissé perplexe dans les années suivantes. J'imagine que vous aussi, dans vos entreprises, vous essayez au quotidien de stimuler la créativité de vos équipes et que peut-être parfois vous vous êtes demandé en entendant des responsables politiques dire « il faut du changement, je promets le renouveau, voici de nouvelles idées », mais comment se fait-il qu'on ne se penche pas sur la manière de susciter ceci collectivement, à l'échelle de nos territoires, de nos nations ? Cette interrogation, effectivement, restait particulièrement vive au moment où j'organisais le premier sondage délibératif pan-européen. Un exercice de délibération citoyenne que j'avais souhaité organiser après le rejet par les Pays-Bas et la France du traité constitutionnel, où je m'étais dit, mais on a vraiment raté cette occasion. Le peuple s'est intéressé à la question, mais le débat a été raté. Vous ne vous souvenez certainement pas de l'initiative, et effectivement, ce fut un échec parce que, comme pour le G1000, quels que soient les mérites de la délibération citoyenne, elle n'était pas connectée suffisamment au processus de décision. Elle m'est restée aussi pendant les années où j'ai participé plus activement à la lutte contre le changement climatique, domaine par excellence dans lequel on tarde à prendre les bonnes décisions. Et citoyen intéressé, je le suis au quotidien, et où je l'étais certainement plus qu'aujourd'hui, parce que, comme vous, je l'imagine, je constate, comme tous les citoyens, qu'on a du mal à mobiliser, à trouver des solutions plus rapidement, des solutions originales, plus efficaces, plus efficientes. Pourquoi, par exemple, cela m'interpelle particulièrement, avons-nous autant de difficultés, nous, Union européenne, si riche, si puissante, à accueillir les Syriens, les réfugiés syriens qui fuient l'horreur de leur pays et qui se pressent à nos portes? Pourquoi la France a-t-elle tant de mal à apprendre du système éducatif finlandais ou, on l'a évoqué hier, la Wallonie de la Flandre?
Comment se fait-il que dans tous les domaines, on constate les stigmates de la corruption? Et on a eu de nombreux exemples ici les mois passés. Et enfin et surtout, comment se fait-il qu'on laisse le champ aux démagogues et populistes qui tablent sur ces frustrations pour nourrir leur fonds de commerce? Et on ne semble pas suffisamment, de mon point de vue, s'en inquiéter. On voit ce que ça donne aujourd'hui en Pologne, en Hongrie, en Russie, en Turquie. On a eu chaud en France, on a eu chaud aux Pays-Bas, mais je ne suis pas du tout sûr qu'on s'en tirera aussi bien à l'avenir. Donc cette frustration, pour moi, elle est un appel, parce qu'elle est une attente d'une action collective, mais vraiment renouvelée. Pas juste dans le discours, pas juste dans le simplisme. On ne s'en tirera pas si bien, à mon avis, à l'avenir. Il faut se mobiliser. Alors tout ceci m'a fait penser, et vous me pardonnerez la métaphore, aux 10 plaies que Dieu envoie au peuple d'Israël pour le libérer de Pharaon, relaté par le livre d'Exode. Certes, le temps n'est plus celui des grenouilles qui tombent du ciel ou des furoncles bourgeonnants ou de la grêle qui tombe sur les plantes, mais les plaies sont bien celles-là. Nos carcans idéologiques, culturels, institutionnels, qui nous empêchent d'avancer, qui nous bloquent, qui nous frustrent. Et nous sommes bien le peuple, et nous avons bien besoin de nous libérer. Alors, ce que je vous propose pour partager ce cheminement, en quelques minutes, c'est d'identifier avec vous d'abord ces plaies qui nous accablent, pour ensuite essayer de comprendre comment nous en libérer. Parce que je veux vraiment être dans le concret. Hier, nous avons eu différentes interpellations qui montrent les enjeux, les défis, que ce soit ceux de l'intelligence artificielle ou par rapport à notre identité ou nos valeurs, et aussi les solutions qui sont là, présentes, notamment parmi tous ces héros que le projet Imagine met en avant. Mais comment faire pour libérer ces héros et faire qu'ils apportent des solutions plus rapides à ces défis qui nous interpellent? Alors, quelles sont ces 10 plaies du politique? D'abord, un petit mot de précaution. Vous aurez bien compris que par plaie, je ne mets le doigt sur personne en particulier et que je crois profondément à l'action politique. Et je rends hommage aux acteurs qui s'impliquent en politique. Je crois foncièrement à la démocratie participative, représentative, contrairement de plus en plus, malheureusement, et c'est inquiétant, à beaucoup de citoyens. En France, je ne sais pas si le sondage a été fait en Belgique, mais 30% aujourd'hui des citoyens pensent que la démocratie n'est pas forcément le meilleur régime pour résoudre nos problèmes. Moi, j'y crois. Et je crois aussi que le monde politique est particulièrement difficile. Donc je n'accable personne en listant ces 10 plaies, mais en même temps, ce sont bien elles qui nous accablent, qui nous frustrent, qui nous font désespérer ou nous désintéressent de la politique et dont on doit se débarrasser. Plaie numéro 1. Le rêve fut banni des esprits. Trop souvent, on le voit particulièrement dans les campagnes électorales qui sont un moment particulièrement visible de la vie politique, la pensée politique est un jeu de posture, enfermé trop souvent dans des lois trop rapidement, trop détaillées, qui ne laissent pas la place à l'initiative, et dans l'argumentation qui justifie bien plus qu'elle n'anticipe. On se complaît dans des batailles oratoires sur les plateaux de télé, avant même d'avoir éclairci quel est le problème auquel nous avons réellement affaire, et quelle est la vision, quelle est la destination finale à laquelle on aspire. Or, et c'est un principe essentiel de toute démarche créative, le regard décalé et la capacité d'imagination sont essentiels. sont essentiels. Et pour cela, en démocratie, la délibération ouverte, informée, et le pouvoir de la vision, comme l'appelle la Commission à la prospective, créée déjà il y a plusieurs dizaines d'années par le Parlement finlandais, sont des composantes essentielles de la démocratie et se rejoignent. Mais pourtant, vous l'imaginez, c'était un petit peu comme hier, le mot amour peut gêner, les mots vision, rêve, sont perçus avec méfiance en politique. Le rêveur est rapidement associé au doux rêveur, voire pire à l'idéologue. Et pourtant, je postulerais que les rêves en politique ne sont pas impossibles. J'en veux pour exemple une politique adoptée en Suède il y a une vingtaine d'années, et ensuite adoptée par les Pays-Bas et la Suisse. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est celle de la politique routière zéro mort. Elle vise, comme le nom l'indique, à ne pas admettre
à bannir moralement l'idée qu'il y ait des morts ou des blessés graves sur les routes. C'est une approche totalement différente de celle que nous avons encore aujourd'hui en Belgique et en France, qui est celle d'une réduction incrémentale, où tous les mois, je le vois aux informations, on publie le rapport qui indique plus 0,1, moins 1, plus 2, etc. Non. En Suède, la population et les experts se sont mobilisés autour de l'idée que ce n'est plus moralement acceptable d'avoir des morts. Alors bien sûr, on n'est pas arrivé à 0 mort. Mais l'approche a complètement changé, une approche holistique des services. Et aujourd'hui, si vous roulez sur les routes suédoises, vous aurez 27 chances sur 1 million d'avoir un accident grave. En France et en Belgique, c'est exactement le double. C'est 2 fois plus dangereux de rouler sur les routes suédoises que françaises ou belges. Donc comme quoi les rêves peuvent être tout à fait concrets et tout à fait utiles. Play numéro 2. Le peuple fut étourdi par un vacarme assourdissant. Par là, j'entends les démagogues et les populistes auxquels je faisais référence en introduction. Ils ont accompli un hold-up sur les débats démocratiques. Eux ne sont pas les marchands de rêves, c'est pas We have a dream. Eux sont les colporteurs de cauchemars, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent de nos frustrations, de nos peurs, pour proposer en face des solutions simplistes. Et le problème, c'est que les partis dits traditionnels ou les mouvements qui essaient de naître en réaction sont pris dans le piège de ces visions simplistes. Et je pense que c'est suffisamment important pour le mettre en contraste avec le premier point du manque de rêve. Le neurolinguiste George Lakoff a analysé les mécanismes qu'adoptent ces discours démagogiques et populistes. Les propositions sont en apparence évidentes. On identifie un bouc émissaire qui nous dédouane de réfléchir à nos responsabilités. Les formules adoptées offrent des raccourcis commodes pour la pensée. Pensez au Brexit, Britain, exit. C'est simple. Ils ont recours aux images négatives qui font appel aux schémas d'autorité traditionnels et aux peurs. Et tout cela est renforcé par la répétition systématique et malheureusement, consciemment ou non, relayé par les médias et les réseaux sociaux parce que ça fait vendre et ça fait cliquer. Deuxième mécanisme, Lakoff analyse comment les partis dits traditionnels ou de gouvernement se retrouvent piégés dans le cadrage, le framing. Ils sont un petit peu comme les papillons de nuit happés par la lumière des bougies. Donc le Brexit, quelle était la réponse? Le Remain. On s'inscrit dans le même cadrage, mais avec quelque chose de plus mou. Je pense aussi au tournant sécuritaire de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012, où entre les 2 tours de l'élection présidentielle, il décide de mettre la barre à droite toute pour accentuer son message sur immigration, sécurité. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Marine Le Pen. Il fut une pâle copie de l'original, dit-elle. Donc, il y a ce danger du cadrage, du framing, mais on peut en sortir. George Lakoff dit, pour cela, il faut imposer sa vision positive. Et ça, Barack Obama l'a fait en 2008 avec son Yes Weekend. Et je postulerais qu'Emmanuel Macron l'a réussi en 2016 en résistant à la pression médiatique et de l'opinion publique qui appelait à définir son programme trop rapidement, pour s'appuyer sur une démarche populaire de consultation, pour mettre en avant ses valeurs et sa vision, avec son livre et ses discours. Son livre, d'ailleurs, Révolution, on l'évoquait hier. Il a voulu d'abord partir du positif et de sa vision. Et j'en veux également pour preuve que c'est possible, que sur le même créneau, la même ambition de reconquérir le pouvoir à partir d'un centre élargi que conduisait Alain Juppé a échoué. Alors il y a certainement différentes raisons, mais quelque chose qui m'a frappé et qui a été peu évoqué, c'est que lui a combattu pendant les primaires de la droite sur le thème de l'identité heureuse. Or l'identité heureuse, c'était une déclinaison du thème de l'identité porté par Nicolas Sarkozy, lui-même déclinaison des thèmes identitaires avancés par l'extrême droite, complètement pris dans le cadrage. Donc comme quoi, sortir du vacarme assourdissant des démagogues et des populistes est possible, mais il faut une démarche volontaire. Play numéro 3. Hommes et femmes furent victimes de myopie.
la gestion de la vie publique est par essence celui de la complexité. Vous y faites face au quotidien dans vos environnements. Gérer une ville, gérer une nation est par essence extrêmement complexe. Et pourtant, je l'ai évoqué, on a tendance trop souvent à mettre le réel en boîte, à catégoriser sur des catégories héritées du passé. On l'a vu avec Macron, vous êtes de droite, vous êtes de gauche, vous êtes de droite, vous êtes de gauche. Pourquoi ? Parce que je l'ai évoqué, on ne prend pas le temps de rêver, parce qu'on se laisse piéger par les discours simplificateurs, et puis parce que nos institutions font que l'horizon de nos élus est limité géographiquement et temporellement. Ce sont des réalités. Mais le résultat est évident. Nous nous retrouvons comme dans la caverne de Platon, à ne percevoir de la réalité que des ombres. Mais on semble s'y complaire, c'est-à-dire qu'on cherche à chaque effet une cause, et toutes les causes ont les mêmes effets. Alors vous connaissez certainement les résultats de cette approche. Il y a trop de Mexicains, construisons un mur. La délinquance juvénile est trop forte, eh bien baissons l'âge de la majorité pénale. Même si tous les faits et les experts nous disent que ça ne marche pas. Donc, comme dans l'allégorie de la caverne de Platon, on se laisse enfermer, mais on peut dépasser cette forme de myopie. Dans le livre, dans le manuel de créativité politique, j'évoque le cas de la Suède, de nouveau. Je n'ai pas de biais particulier pour la Suède, mais la Suède a essayé, entre 2014 et 2016, de créer un poste de ministre pour le futur et le développement stratégique. C'est une amie, Christina Persson, qui a été nommée et qui a travaillé sur des questions comme celles qu'on évoquait hier. C'est-à-dire qu'elle a eu comme mission, par exemple, de réfléchir à l'avenir du travail et aux lois à prendre face à l'intelligence artificielle. Elle a aussi travaillé avec d'autres ministres sur la transition écologique. Qu'est-ce que ça représente, etc. Ce qui est intéressant d'ailleurs de remarquer, c'est qu'elle a été remerciée mi-2016. Parce que travailler à long terme et de manière transversale avec les ministères, s'est avéré, malgré l'intention du Premier ministre, mais peut-être insuffisante, très difficile. Mais comme quoi, il faut y réfléchir et aller dans cette direction. Play numéro 4. D'épaisses ténèbres descendirent des réseaux sociaux sur les esprits. Celle-là, vous la connaissez particulièrement bien. Nos cavernes de Platon d'aujourd'hui sont nos communautés homophiles sur les réseaux sociaux, construites par les algorithmes de sélection. Mais elle a sa place dans ces plaies, aujourd'hui très haut, puisqu'elles polarisent le débat public, elles alimentent la suspicion et sapent la confiance, qui est un ciment essentiel de la démocratie et de notre capacité à être intelligents collectivement. Et pour contrer ceci, vous connaissez également énormément d'exemples. Le mouvement des civic tech, donc les technologies de partage mobilisées pour la citoyenneté, se déploient. On va parler de big data et les gouvernements se saisissent de ceci, de l'open gov. On connaît les expériences, par exemple, de crowdsourcing, de la constitution islandaise. Énormément de choses sont en ébullition. Aussi du côté de campagnes de communication très efficaces utilisant les réseaux sociaux. Donc il faut utiliser ces outils qui sont ce qu'ils sont à bon escient, et il faut faire ce que Barack Obama nous invitait à faire dans une vidéo devenue virale en novembre 2016, c'est-à-dire avoir conscience de ceci pour se frotter à d'autres opinions et sortir des algorithmes. Mais ce n'est pas simple. Play numéro 5. Gens et dirigeants furent couvercles des furoncles du BDUF et du BAU. C'est quoi le BDUF et le BAU ? Eh bien, écoutez, c'est simple. C'est que, aujourd'hui, travaillant dans le domaine de l'Internet, je vois le parallèle entre la posture, l'approche, la conception de la vie publique qu'ont beaucoup d'acteurs, de celle qu'avaient les programmateurs par le passé. C'est-à-dire qu'une administration, et encore une fois, je ne critique personne, mais je constate, est construite en général avec comme objectif la stabilité, le contrôle, la mise en œuvre. Avec un modèle, une conception de l'organisation des forces pyramidale, et selon des schémas complexes définis à l'avance à partir de la situation connue. C'est ce qu'on appelle en informatique Big Design Upfront, BDUF, Big Design Upfront, à partir du BAU, Business as Usual. Je simplifie bien sûr, mais on le constate au quotidien et on n'a pas encore fait dans tous les domaines de la vie publique, certains départements s'y mettent très activement, j'en parle dans le livre, la démarche de programmation dite agile, où, comme vous savez, on avance pas à pas, en dialogue avec le client pour lequel on développe un logiciel, pour répondre à ses besoins.
Donc la différence, BDUF, c'est le cahier des charges ultra précis, que l'on suit à la lettre jusqu'à la fin du projet, contrairement à l'approche agile. Donc on doit changer de posture. On doit passer de celle où nous, citoyens, nous concevons comme faisant partie d'un orchestre et où nos dirigeants sont les chefs d'orchestre d'une partition figée où les rôles sont définis. On doit passer à une approche de jazz, où dans un groupe, on s'écoute et on improvise ensemble. Alors c'est plus simple à dire qu'à faire, vous me direz. Mais je vais vous donner un exemple que je relate aussi dans le livre qui m'a particulièrement surpris et satisfait parce qu'on ne l'attendrait pas là. C'est celui de l'industrie européenne du papier qui, en 2013, a fait un pari avec la Commission européenne de relever le défi de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 80%, on en parlait hier, de réduire de 80% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Donc le CEPI, le Council for European Paper Industries, lors d'une rencontre avec la Commission, a dit « OK, on va faire ça ». Tous les autres secteurs étaient dans l'attitude de dire « on part de ce qu'on connaît aujourd'hui, on travaille et c'est ce qu'ils ont fait, on travaille avec différents groupes d'experts et on démontre à la Commission, à tous les acteurs que, mais non, d'ici 2050, on ne va pas pouvoir réduire de plus de 30, 40 ou 50% nos émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est pas possible. Voilà toutes les contraintes, ne nous en rajoutez pas plus. » Le CEPI et ses membres de l'industrie a dit non, partons de ce point final, 2050, et en plus, imaginons qu'on arrive à réduire effectivement de 80% nos émissions de gaz à effet de serre, ce qui, réalisons-le, veut dire quasiment à rien par rapport à aujourd'hui, et en plus, soyons 50% plus rentables. Dégageons 50% de chiffre d'affaires de plus. Comment ferons-nous ? Eh bien, avec cette approche de backcasting, par contraste avec l'autre qui est de forecasting, de projection vers l'avenir, ils ont créé 2 équipes en concurrence, un jeu qu'ils ont appelé le Two Team Project, avec des moyens, avec des chercheurs, avec du crowdsourcing, etc. Ils se sont pris au jeu littéralement. Et ils ont réussi à identifier des chemins pour arriver à cet objectif final. Ils en ont tiré 8 brevets industriels qui sont en cours de développement et, bien sûr, des relations avec les institutions européennes totalement renouvelées et positives. Donc, comme quoi, on peut sortir des schémas nous enfermant dans le présent, dans le BAU et le BDUF. Play numéro 6, restez avec moi, plus que 4. Toutes les institutions furent victimes de surdité. Myopie, surdité, bien handicapées, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire que nos institutions ont été construites selon des schémas anciens, qui ne sont pas adaptés, vous le savez, vous le ressentez, aux crises multiformes contemporaines. Alors, juste pour revenir sur les symptômes de cette inadaptation, nous avons des administrations très fragmentées, on a un personnel, c'est pas moi qui le dis, c'est constaté sociologiquement, politique, administratif, peu divers sociologiquement, et on fait un appel insuffisant à l'expertise citoyenne ou de la société civile. Et là aussi, ce n'est pas moi qui le dis. Juste avant de venir, au mois de juillet, le WPP a publié une étude qu'ils ont menée dans 40 pays, dont des pays européens, qui révèle que 85% des personnels administratifs et des élus disent ne jamais avoir été formés à la communication avec leur public cible. Donc si vous combinez ces seuls 3 éléments, la fragmentation, le manque de diversité et le manque de communication, vous avez une recette infaillible pour ne pas capter les bonnes idées, où qu'elles soient. Alors, on a cette forme de surdité, mais comment la contrer ? Eh bien, je parle dans le livre également de nombreuses initiatives prises par des administrations elles-mêmes. Par exemple, le département de l'Isère en France, qui a formé ses personnels à la créativité et s'en est retrouvé transformé, ou je pense à Co-Intelligence Wallonia, que tu as initié, Pierre, qui montre que c'est possible de faire autrement. Play numéro 7. Les esprits furent frappés d'amnésie. C'est-à-dire que non seulement on a du mal à se projeter dans l'avenir, non seulement on tend à être trop enfermé dans les schémas du passé, mais ce n'est pas pour autant qu'on arrive à repérer les bonnes solutions développées dans le passé. Jeff Morgan, directeur de Nesta, la fondation dont la mission est de soutenir l'innovation en Grande-Bretagne, le souligne en disant, dans des termes qui vous parleront, qu'on n'a pas de knowledge management system dans le domaine public. Et nous ne sommes pas non plus équipés, dit-il, pour repérer les signaux faibles. Donc,
on se retrouve comment? Moi qui suis cycliste, je dirais le nez dans le guidon. On voit trop à court terme et on regarde trop dans le rétroviseur. Mais là aussi, des solutions existent. On peut développer des systèmes de knowledge management au niveau d'un pays ou d'un territoire. L'exemple que j'affectionne beaucoup, et dont je ne parle pas dans le livre, est celui de la commune française de Seiche-sur-Loire, qui en 1995 décide de ne plus admettre qu'il y ait des chômeurs de longue durée dans sa ville. Donc, la mairie identifie tous les chômeurs de longue durée et met en face tous les besoins de la ville, de différents ordres, de culturel, reconstruction, éducation, etc. Et il décide de créer une entreprise à but d'emploi, c'est la dénomination, pour recruter ces personnes rémunérées par les allocations chômage. Donc toutes ces personnes sont remises au travail et des économies sont faites ce faisant. L'idée se déploie sur la ville pendant quelques années, il reste dans les cartons. 24 ans après, l'association Emmaüs convainc le gouvernement français de déployer cette approche dans 10 villes françaises. Et donc l'année passée, le gouvernement français adopte une loi d'expérimentation testant cette démarche dans 10 villes françaises, la soutenant, apportant des financements et promettant que, une fois les enseignements pris, ce sera déployé au niveau du territoire si c'est un succès. C'est exactement la posture à laquelle j'appelle, et j'y reviendrai, de l'État catalyseur d'innovation, qui n'a pas les solutions à tout, mais qui est en veille et qui soutient et qui encourage, qui encadre légalement, récompense, etc. Donc je dirais, la seule chose, entre guillemets, qu'on doit faire, c'est maintenant se mettre en capacité de ne pas mettre 24 ans pour passer du laboratoire, de la bonne idée, au déploiement. J'imagine que vos sociétés, si vous mettiez 24 ans à déployer une bonne idée, auraient du mal à prospérer. Play numéro 8. Ne sommes-nous tous pas épuisés par les obstacles rencontrés? Pour moi, il en va de nombreux dossiers comme celui du changement climatique que j'ai vu. On est épuisé avant d'avancer, c'est-à-dire qu'on constate la difficulté de la tâche et dans le domaine de la lutte contre le changement climatique, c'est principalement l'idée que peut-on s'attaquer à la lutte contre le changement climatique en même temps qu'au développement économique. Un débat récurrent. Et dans de nombreux domaines, on a ce même souci d'arriver à synthétiser. Vous allez penser que je fais du pro-Macron, ce n'est pas le cas, mais c'est un exemple qui m'est présent à l'esprit. Ce « en même temps » dont il parlait est un effort d'essayer de s'attaquer à ceci. Or, tout artiste, designer ou inventeur vous dira qu'on se nourrit de la dissension, du conflit, des obstacles. Ils ne doivent plus être des excuses, comme ils le sont pour le changement climatique, ils doivent être des sources de créativité. Alors là aussi, vous me direz, mais tout ça semble bien trop facile. Dans l'histoire, on a des exemples de ceci, où notre épuisement collectif a été surmonté grâce à l'énergie de quelques-uns et s'est nourri de ces contraintes. Je vous invite à lire un des livres que j'ai préférés dans mes lectures ces dernières années, qui s'appelle « Bury the Chains ». C'est l'histoire du mouvement anti-esclavagiste, parti d'un petit groupe de Quakers en Grande-Bretagne au XVIIIe siècle, et qui, en l'espace de 30 ans, a réussi à faire passer l'idée de l'esclavage de normal à totalement intolérable. Et les premiers arguments ressemblent très exactement à ceux qu'on déploie aujourd'hui par rapport à la lutte contre le changement climatique. C'est trop tôt, c'est trop cher, les autres ne le font pas, donc nous, pourquoi on le ferait, etc. Et les techniques sont les mêmes qu'aujourd'hui. Ils inventent le sit-in, ils inventent les manifestations, les pétitions, etc. Mais ils se sont nourris de cette adversité. Le livre montre comment. Play numéro 9, on y arrive. L'orgueil. L'orgueil précédait le désastre et les esprits arrogants précédaient la chute. Parce que si trop souvent nos représentants pêchent par orgueil, c'est aussi parce que nous attendons trop d'eux et eux ne veulent pas toujours admettre les limites de leur action. Mais la faute, selon moi, revient aussi beaucoup à nous, citoyens. Est-ce que nous admettons que sur un plateau de télé, un acteur politique dise « je ne sais pas, va falloir essayer, je me suis trompé mais j'en ai tiré tels enseignements ». Non, ce type de discours, on ne l'admet pas, on ne l'entend jamais.
le principe qu'on encense pour les startups, fail fast, fail early, fail often, est inconcevable en politique. Et pourtant, l'erreur est inhérente à tout processus créatif. On ne peut pas trouver de solution autrement que par tâtons, en essayant, en réessayant. Et là aussi, des solutions existent. De plus en plus, on déploie le prototypage, le test, l'évaluation. Le gouvernement français actuel s'est engagé à développer une loi pour le droit à l'erreur dans le domaine public. On a parlé hier avec Philippe von Parijs de différentes expérimentations sur l'allocation universelle. En Finlande, il y en a une actuellement en Gironde, etc. Donc c'est possible de surmonter ceci. Dernière plaie pour aujourd'hui, le peuple fut foudroyé par la peur. Car aussi derrière toutes ces résistances, il y a nos peurs à nous. Je reviens rapidement sur ceci avec les mots du Dr Bo Lotto, un neuroscientifique qui est fondateur du Lab of Misfits, un laboratoire de neurosciences qui s'est donné la mission, et vous comprendrez pourquoi ça m'interpelle. Sa mission est de montrer que la prochaine grande innovation n'est pas une technologie, mais une autre manière de voir. Alors il rappelle que notre cerveau est câblé pour chercher la confirmation et pour éviter l'incertitude et la prise de risque. Alors bien sûr, vous le comprendrez, tout ceci a des implications très claires en politique. On cherche les informations qui confirment ce qu'on sait déjà. C'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. L'incertitude crée des états d'anxiété dans les débats publics et en chacun de nous qui font sortir le pire. Et encore une fois, sur lesquels tablent les marchands de crainte. Et par rapport à tout ceci, l'enseignement est aussi simple une fois qu'on l'a dit. On ne peut avancer et notre cerveau ne peut changer que par petits pas, par tâtonnement. Et donc on doit adopter la même démarche. Et on doit aussi voir toutes nos angoisses citoyennes, politiques, comme autant de crisis too good to waste. Et là, je dirais que ce sont tous les exemples que je donne aujourd'hui et dans le livre qui sont la démonstration que c'est possible. C'est-à-dire que chacun des exemples montre que l'audace libère l'énergie et la possibilité de faire équipe. Frédéric Bedos, hier, nous donnait un certain nombre d'exemples qui montrent que l'exemple positif aide à surmonter ses peurs. Il faut s'engager sur ce chemin. Chacune des expériences que je relate montre que c'est la perception de la difficulté pour résoudre un problème, que cette perception est directement liée à la posture collective face à ce problème. Alors, des études ont été faites en la matière. Si vous demandez à un groupe, mettons la salle ici en deux groupes. D'un côté, on envoie le premier groupe de droite au fond du champ ici, et on lui raconte un secret lourd et difficile à porter qu'il ne doit pas partager. Et on lui demande ensuite d'estimer la pente de cette courbe qu'il va devoir gravir. Et on estime au groupe d'estimer le poids d'un paquet de livres qu'il va devoir porter, ceux de la librairie à l'extérieur de la salle. Le groupe de gauche, on lui fait faire un exercice de créativité. Et on lui pose les mêmes questions. Eh bien, vous à droite, vous estimerez que la pente est beaucoup plus fatigante et élevée et le paquet de livres beaucoup plus lourd que vous à gauche. Parce que c'est cette posture de créativité qui libère de l'énergie. C'est démontré. Et ce que tous ces exemples démontrent également, c'est qu'une démarche de créativité en groupe permet de recadrer des croyances négatives qu'un groupe a sur sa capacité d'agir. Je suis français, je suis américain. Ce décalage m'a toujours surpris par rapport à la capacité des Français de râler sur eux-mêmes. Et quand j'ai eu mon premier poste d'enseignement de la science politique en Égypte, au début de ma carrière, je suis rentré en France en me disant « mais on ne voit que les problèmes ». Alors, tout ceci rejoint la vertu du lien qu'Abdelnour Bidar nous évoquait hier. C'est en se mettant en lien avec soi-même et les autres qu'on a une capacité d'agir. Et c'est aussi ce à quoi nous invitait Frédéric Bedos. Et ça marche. Mais bon, il ne suffit pas de dire ceci. Pour nous libérer de ce pharaon métaphorique, comment faire concrètement ? Ne restons pas juste à identifier nos sources d'accablement. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de plaies, il y en a certainement d'autres, mais à chacune, on peut identifier des moyens d'agir. On peut trouver des solutions. Mais vous l'aurez compris, il faut d'abord commencer. Il y a une condition essentielle dans ceci, et c'est l'ambition de mon intervention aujourd'hui et de mon ouvrage, c'est qu'il faut commencer par voir la politique différemment. Et je postulerai
Bernard, tu disais hier quand on déjeunait ensemble que tu n'aimais pas le mot utopie. Moi, je kiffe le mot utopie. Je pense très sérieusement qu'il faut faire de l'utopie, de l'imagination et du rêve une priorité en politique. Il faut le faire pour considérer le présent autrement. Philippe Van Parijs, hier, nous a donné une démonstration éblouissante d'une utopie mobilisatrice qui, depuis au moins 2 décennies, mobilise les esprits, suscite l'enthousiasme, fait appel à des valeurs profondes, parce que d'ailleurs, de manière sous-jacente, il y a une analyse philosophique profonde, fait croire à un avenir meilleur. Qu'on soit d'accord ou non, c'est un élément mobilisateur. Et moi, ce dont je suis très surpris, c'est que ce soit une des seules idées de ce type à laquelle on est affaire aujourd'hui. Abdelnour Bidar nous a parlé de l'impératif spirituel de se mettre en capacité d'action, de trouver des changements de ce type, de se mettre tisserand. J'étais aussi surpris que Frédéric Bedos appelle son projet le projet Imagine, comme quoi l'imagination est source d'inspiration. Donc je kiffe l'utopie. Mais bien sûr, on ne va pas être naïf, le rêve est bien souvent affaire de bataille en politique, d'image. Le philosophe Michel Serres relate comment Karl Marx qualifiait les Français de socialistes utopiques et sa version du marxisme, du socialisme, était le socialisme scientifique. Pardon. On sait ce que ça a donné, le socialisme scientifique, au Cambodge, en Chine, en Russie, des millions de morts. Et le socialisme dit utopique nous a donné, souligne Michel Serres, les crèches, la sécurité sociale, tout ce qui nous rend la vie bonne aujourd'hui. Donc, osons rêver, sans peur des critiques, sans être naïfs. Comment faire ? Il faut d'abord désapprendre à faire de la politique de la vieille manière, pour apprendre à rêver. Il faut ensuite apprendre à rêver utile en politique et réfléchir ensuite à comment faire que tout ceci fasse système, que ça devienne la norme. Pas si simple, mais je pense que c'est tout à fait possible avec une série d'évolutions, sans tout casser, qui constitueront une révolution in fine. Alors, comment faire de la politique autrement qu'à l'ancienne manière ? Dans sa fable de la caverne, Platon avait aussi le but de rendre la cité plus juste. Mais pour lui, la conclusion était éminemment aristocratique. Soit les rois deviennent philosophes, soit les philosophes deviennent rois. Je crois qu'on ne peut pas admettre ceci aujourd'hui. On n'a pas d'autre choix que d'admettre et de faire le pari de l'intelligence collective. Et là, tous nos poils se hérissent. Moi, j'en ai plus que d'autres, mais tous en tant que citoyens, et les politologues et les philosophes au cours des siècles, ont douté de la capacité des citoyens d'être en mesure d'être assez intelligents pour la démocratie. Est-ce qu'on peut vraiment leur faire confiance ? Winston Churchill disait « Le meilleur argument contre la démocratie est une conversation de 5 minutes avec les lecteurs moyens. » On a tous un petit peu ce sentiment. Alors, je vais vous faire de la pub pour un autre livre que le mien, et bien mieux, et plus profond. C'est celui d'Hélène Landemort, professeure à Yale, qui démontre en détail, avec toutes les études récentes, notamment de neurosciences, comment, et soyez-en convaincus, et lisez le livre si vous souhaitez creuser la question, que la démocratie est le régime le plus à même de nous rendre collectivement intelligents. Certes, on peut faire des erreurs, certes, les démocraties peuvent aboutir à des aberrations, mais sur le temps, c'est le régime qui aboutit aux solutions les plus efficaces. Pourquoi ? Parce qu'elles permettent ce que Alain Botton a souligné, le principal ennemi des bonnes décisions est le nombre insuffisant de perspectives sur un problème. Le principal ennemi des bonnes décisions est le nombre insuffisant de perspectives sur un problème. Deuxième enjeu, pour rêver utile à plusieurs, il faut comprendre ce qu'est la créativité politique. Si je vous demande aujourd'hui, citez-moi une mesure politique créative ou un acteur politique créatif, j'aurai plein de réponses très différentes dans cette salle. Parce qu'on a du mal à la reconnaître. Pour la reconnaître, voici à gauche ses caractéristiques. La solution doit non seulement être originale, ce n'est pas une vieille solution, ça, ce n'est pas de la créativité, mais ça ne suffit pas. Elle doit être aussi plus efficace pour résoudre le problème, tout en ne coûtant pas beaucoup plus cher, en nécessitant moins de ressources. Et puis, contrairement à ce qu'on fait dans le domaine du changement climatique, elle doit intervenir à temps. Et elle doit avoir des impacts positifs sur la durée. Ça ne doit pas être un quick fix qui résout le problème à court terme, mais de manière systémique à un effet négatif ou à des dommages collatéraux
important. Et elle doit maximiser le compromis, c'est-à-dire qu'on a plus de gagnants que de perdants. Beaucoup de mesures qui font l'inverse. Et enfin, tout ceci n'est pas suffisant si ça n'emporte pas l'adhésion, si le peuple n'est pas derrière et l'accepte pour le mettre en œuvre. Ça paraît simple à dire une fois que c'est dit, mais c'est une grille de lecture qui nous permet de distinguer certaines propositions simplistes des autres. Je vais rapidement sur comment ensuite la cultiver. Les exemples que j'examine ont toutes les mêmes caractéristiques. La liste est très simple, le mettre en œuvre est plus difficile. Comme dans toute démarche créative, il faut inclure différents types d'expertise. Il y a l'expertise citoyenne, mais pas que. Moi, je ne suis pas que pour le bottom-up, le participatif, les citoyens auront tout résolu. Non. Mais les citoyens ont certainement une expertise qui est celle de leurs besoins. Ça, on ne peut pas le contester. Ils n'ont pas forcément l'expertise des solutions, dans tous les cas. Donc, il faut être d'abord inclusif. Ensuite, il ne suffit pas de mettre les gens ensemble, comme nous dans cette salle. Est-ce qu'on va résoudre les problèmes de la planète? Pas forcément. Il faut des processus de collaboration. Et toutes sortes d'outils ont été testés qui nous enseignent aujourd'hui comment faire ceci de manière efficace. Ensuite, il faut mettre nos institutions, nos groupes, nos processus en posture d'admettre l'erreur, d'admettre l'obstacle et de s'en nourrir. Et je reviendrai un peu plus précisément sur comment. Et enfin, cette démarche doit embrasser toute la vie politique. C'est-à-dire que, comme la créativité n'est pas juste une séance de brainstorming avec des post-it dans une salle de réunion, il faut réfléchir à toute la vie politique, de l'identification des problèmes à leur résolution. La première phase est essentielle. Il faut passer plus de temps pour mieux comprendre nos défis, les définir, s'accorder sur le périmètre de l'enjeu et ensuite dégager des visions. Pour après pouvoir faire la phase d'idéation, de brainstorming, les fameux post-it. C'est d'ailleurs pourquoi des approches comme la théorie U, que certains pratiquaient parmi vous peut-être en entreprise, passent autant de temps sur cette phase. Enfin, tout ceci ne suffira pas si on ne se met pas en posture, en condition que la créativité fasse système. C'est-à-dire que moi, ce qui me frappe, c'est que des héros, comme ceux que mettait en avant Frédéric hier, il y en a effectivement beaucoup. Des solutions locales, inventives, qui répondent aux caractéristiques que je disais, il y en a beaucoup. Mais elles se font souvent en marge, voire pire, en dépit de notre système politique. Et ça, pour moi, qui crois profondément à l'action politique, c'est un défaut fondamental. Il faut faire système, c'est-à-dire que toutes ces initiatives soient connectées et soient amplifiées et répercutées par le système politique. Sinon, on reste avec une approche de frustration. On sait faire, mais on n'est pas écouté. Pour reprendre les termes de Mao, il ne suffit pas qu'éclosent 1000 fleurs. Il faut que ces fleurs soient réunies. Ou pour reprendre le terme d'Abdel Nouri hier, il ne suffit pas de créer 1000 écosystèmes. Donc, mon souci est d'identifier les mécanismes qui vont faire qu'on va pouvoir changer notre système politique pour cette révolution démocratique. Et là, je liste 7 évolutions. Ce ne sont pas des révolutions, il ne faut pas tout casser, il ne faut pas tout remplacer par le tirage au sort, il ne faut pas bannir notre mode représentatif, etc. Mais il faut certainement l'aménager. Je suis obligé d'aller rapidement, mais la première étape, selon moi, est d'agir au niveau des valeurs, des symboles. Il faut, comme j'essaie de le faire ici, que nous tous acceptions de mettre la créativité au cœur des priorités de l'État. Alors ça peut prendre des formes très concrètes, comme adopter l'idée dans nos différents gouvernements au niveau européen d'un ministre d'État qui a compétence pour faire travailler d'autres ministres sur le long terme et sur l'innovation politique. Ça pourrait passer par quelque chose de très symbolique en France, qui serait de changer la devise nationale en liberté, égalité, fraternité, créativité. Mais bien sûr, ce changement doit être profond. Et il doit faire en sorte que nos acteurs politiques et nous-mêmes mettions au cœur de la politique la complexité et l'erreur, que nous l'admettions. Et là aussi, cela doit passer par des changements très concrets. Par exemple, comme vous le savez, je suis très admiratif des outils économiques
en politique, nous en avons besoin, mais ils sont par défaut nos principaux outils et ils ne sont pas suffisants. Il faut enrichir nos approches par d'autres sciences sociales. On a des Chief Economic Advisors, on devrait avoir des Chief Social Science Advisors dans les gouvernements. Alors une fois cette première démarche déclarative, symbolique, franchie, il faut concevoir l'État comme un catalyseur de créativité, comme je l'évoquais tout à l'heure, pour passer du BDUF à une approche agile. Je donnerai volontiers plein d'exemples en la matière, mais celui qui me vient à l'esprit, c'est celui d'un programme initié sous Tony Blair de lutte contre la délinquance juvénile. Déployé sur 10 ans, on donne beaucoup d'autonomie aux acteurs sur le terrain, on les fait travailler ensemble de manière transversale, services de santé, de sport, école, police, etc. On récompense les initiatives prises, on donne vraiment de l'autonomie, mais on récompense, on soutient, et l'État se met en posture de tirer les enseignements, d'évaluer, de réunir, de faire propager les enseignements. Et cette démarche a été si efficace et si bien soutenue qu'elle est toujours en place et n'a pas été remise en cause par les gouvernements suivants. Ensuite, il faut une infrastructure, il faut des institutions, des lieux de rencontre, des lieux de créativité. Par exemple, le Civic Hall à New York, qui fait se réunir les acteurs des Civic Tech. Il faut ensuite faciliter, une fois qu'on s'est mis dans cette posture qu'on allait créer les canaux, il faut faciliter l'inclusion, ce que j'évoquais, la rencontre de différentes diversités d'acteurs, donc faciliter l'engagement citoyen, limiter le cumul des mandats, etc. Et faciliter la collaboration que j'évoquais, donc institutionnaliser des dispositifs délibératifs et de codécision. Les civic tech peuvent aider dans ce chantier. Enfin, il faut former les acteurs publics à la question. Et nous tous. Si on a mis la créativité au cœur, il faut nous équiper tous des outils. Et last but not least, tout ceci ne doit pas être, tout ce que j'évoque aujourd'hui, une nouvelle mode de gestion des administrations publiques. C'est bien plus que ça. Ça doit devenir une nouvelle manière de concevoir la politique, qui donne envie de s'engager et qui donne envie de faire de la politique différemment et qui fasse gagner des élections. Sinon, ça ne sera qu'une mode de management et les spectres de la démagogie ne seront pas vaincus. Donc pour conclure, Stanislas, une évolution et une révolution démocratique sont sous nos yeux. Il y a quelques années, c'était celle du participatif, du collaboratif, de l'entrepreneuriat social, qui ont pris de l'ampleur, qui se sont enrichis. Je dirais qu'aujourd'hui, cette révolution gagne le terrain politique et qu'elle est masquée de nos yeux dans les médias, dans les débats, par effectivement le vacarme assourdissant des démagogues. Mais elle est bien là. Aucun des exemples que je relate dans le livre n'était présent quand j'ai conçu l'idée de ce livre il y a une douzaine d'années. Mais, vous l'aurez compris, et j'en suis convaincu, cette révolution créative adviendra si nous la reconnaissons et la souhaitons. Donc j'espère que vous êtes tous maintenant un peu moins accablés, attristés, désespérés, frustrés, quel que soit le degré, par l'état de notre vie politique, et un peu plus optimistes, un peu plus enthousiastes, parce que je pense que c'est en changeant ce regard et en cultivant cette volonté qu'on libérera le peuple de ses plaies et qu'on libérera notre créativité à tous. Nous sommes tous concernés. Quand la politique va bien, nous en profitons tous. Donc, mettons l'imagination et la créativité au pouvoir. Merci.